Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier Myelome Canada, en fait, de m'avoir invité à présenter cette conférence aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire découvrir la recherche clinique et aussi ce qu'implique la participation à un essai clinique. Alors, j'ai eu une excellente introduction. Je ne pouvais pas rêver mieux juste avant. Donc, je pense que vous avez perçu toute l'importance que la recherche clinique peut avoir au niveau des traitements et de la vie des patients. Donc, aujourd'hui, on va définir en fait ce qu'est un essai clinique parce que des fois, il n'y a pas une conception précise dans la tête des gens, puis c'est bien normal. C'est pas dans notre quotidien. Ensuite, je vais vous présenter comment ça se déroule des essais cliniques, comment c'est structuré, comment c'est organisé, et ensuite qui peut y participer et finalement où trouver de l'information sur les essais cliniques qui se déroulent. On l'a vu au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, en fait, au cours des dernières décennies, on a pu effectivement se rendre compte que le taux de survie, en fait, des personnes atteintes de cancer s'est grandement amélioré. Ça, c'est grâce à une meilleure compréhension de la maladie, des meilleures thérapies et également tout ce qui concerne, en fait, des méthodes de dépistage et de diagnostic qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant. Donc, tout ce jumelage, en fait, de recherche puis de recherche clinique a permis, en fait, d'avoir des nouvelles options thérapeutiques qui n'étaient pas disponibles, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Je suis déjà venue à une conférence de Myelome Canada. Donc, ça fait peut-être 5-6 ans. Et puis, on n'avait jamais déjà, juste en quelques années, on a vu évoluer, en fait, les propositions thérapeutiques. Alors, j'aime bien, en fait, recentrer au départ de ma présentation, en fait, c'est quoi un essai clinique? Bien, moi, j'aime beaucoup cette définition-là. Pour moi, c'est une étude qui est menée par un médecin-chercheur en collaboration avec des patients pour évaluer un traitement expérimental ou une nouvelle technique médicale. Parce que là, effectivement, tout à l'heure, on a vu beaucoup d'informations sur des traitements, donc des médicaments, mais en fait, la recherche clinique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis je vais revenir un petit peu plus loin. Et puis, ce qu'il faut vraiment bien cerner, c'est que, en fait, l'objectif d'un essai clinique, c'est vraiment de trouver des traitements qui sont meilleurs que ceux qui sont disponibles actuellement. Et donc ça va avoir un impact aussi dans les phases de développement parce qu'on va toujours se référer en fait aux soins standards pour évaluer est-ce que mon traitement que j'évalue actuellement, est-ce qu'il est meilleur ou il est moins bon. Donc en fait aussi, on entend souvent parler effectivement d'essais cliniques pour des médicaments ou des combinaisons de médicaments, mais comme je viens de le dire, en fait les essais cliniques, ça peut aider à mieux prévenir une maladie, à mieux la diagnostiquer, à mieux la traiter, évidemment avec des traitements, mais ça peut être aussi, par exemple, pour contrôler des symptômes. On a vu aussi comment, en fait, on peut prendre une multitude de médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires au quotidien lors de la prise de ces thérapies. Eh bien, il peut y avoir des essais cliniques, en fait, qui font des tests, en fait, sur des nouveaux produits pour améliorer la qualité de vie des patients lorsqu'ils prennent les traitements, par exemple, de chimio, d'immunothérapie. On voit souvent, par exemple, le contrôle des nausées, mais ça peut être la gestion du sommeil, ça peut être un essai clinique, par exemple, qui va évaluer les aspects psychologiques. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des rechutes et il peut y avoir des accompagnements psychologiques. Il y a des équipes dédiées au Québec qui ne font qu'étudier, en fait, ces répercussions-là dans la vie des patients. Donc, vous voyez, la recherche clinique, ça peut être très vaste. Puis, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Alors, je vais rentrer, je vous donnerai aucun nom de molécule ce matin, là, pour finir l'avant-midi, donc je vous promets. Mais je voulais vraiment resituer avec vous, en fait, la place des essais cliniques, puis comment ça se déroule le développement des nouveaux médicaments dont Dr. Claveau vient de parler. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les essais cliniques sont vraiment au centre du processus de développement d'un médicament.
Donc, généralement, ça commence effectivement en laboratoire. On va faire des essais sur des cultures cellulaires. Et puis là, on va identifier des molécules, des produits qui semblent intéressants. On va regarder s'il y a de la toxicité. Et si tout ça va bien, on va passer à la recherche préclinique sur les animaux. Donc, il y a souvent plusieurs animaux qui sont impliqués. Et puis là encore, si on a des signes intéressants d'efficacité et que la toxicité semble quand même très tolérable, on a une idée en fait d'une dose qui va pouvoir débuter en fait les phases d'essais cliniques. Puis on va voir que les essais cliniques, en fait, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs étapes qu'on appelle des phases, parce qu'on ne va pas se précipiter tout de suite à donner évidemment un nouveau médicament à des milliers de personnes tout d'un coup. Et puis, lorsque les essais cliniques sont terminés, qu'on a ramassé toute l'information nécessaire qu'on voulait pour démontrer la sécurité et l'efficacité du traitement, à ce moment-là, en fait, la compagnie pharmaceutique va soumettre son dossier à Santé Canada, qui va l'évaluer, qui va donner son approbation ou non, en fait, pour son usage au Canada, et après, la mise en marché peut commencer. Alors, c'est exactement le même processus, en fait, qu'on a vu pour les vaccins. Toutes ces étapes-là, on en a beaucoup entendu parler, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un point important à comprendre, en fait, dans le développement des médicaments et sur les phases d'essais cliniques, c'est qu'en fait, on va généralement parler de phase 1, 2, 3. Et la phase 1, en fait, va débuter avec une toute petite dose. Et puis, en fait, là, ce qu'on veut trouver, en fait, c'est est-ce que la dose, elle est tolérable chez l'humain? Parce que là, on arrive des protocoles animaux qui nous donnaient de l'information. Mais là, ce qu'on veut savoir sur un tout petit groupe de personnes, c'est effectivement, est-ce que ce médicament-là, il est tolérable, il est bien toléré, en fait, par l'organisme? Là encore, donc, si c'est probant, on va aller en phase 2. Donc là, on a un petit peu plus de personnes qui vont être impliquées, quelques centaines, quelques dizaines, ça dépend un petit peu des phases 2. Des fois, les 1 et 2 sont combinés. Et là, l'objectif, en fait, c'est qu'on veut trouver un signal d'efficacité. Est-ce que ça fonctionne pour ce qu'on s'attend que ça fasse au niveau, par exemple, du myélome? Donc, on a vu qu'il y avait toutes sortes de critères qui peuvent être évalués. Et ensuite, si effectivement les phases 2 sont concluantes, on va passer à des essais cliniques de phase 3, où là, ça se complique un petit peu, puis je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la phase 3 va toujours comparer, la plupart du temps, comparer un traitement expérimental avec le soin standard qui est disponible actuellement. Là, on a vu, le docteur Claveau disait, actuellement, pour, par exemple, une première ligne, on va donner tel médicament. On le sait, qu'est-ce qui fonctionne pour les patients à ce moment-là. Là, en fait, on va prendre ces traitements standards de référence, puis on va les comparer avec un autre groupe de patients, en fait, dans l'essai clinique. Est-ce que, finalement, le traitement expérimental, il donne un meilleur taux de survie, il est mieux toléré, donc il va y avoir différents critères, on vient de les voir quelques minutes auparavant. Et là, ça va impliquer en fait un grand nombre de participants. Donc, généralement, c'est ce type d'essai clinique-là qui va recruter le plus de patients. Et souvent des essais cliniques qui sont menés aussi dans plusieurs centres. Et je vais en reparler un petit peu plus tard, puis à l'échelle internationale. Les essais cliniques, en fait, qui sont disponibles au Québec, ils sont disponibles en France, ils sont disponibles en Italie comme au Japon, donc c'est exactement les mêmes protocoles. Il n'y a rien qui change de l'un à l'autre. Et puis après, par la suite, une fois que les traitements, en fait, peuvent être mis sur le marché, on peut faire des études qu'on appelle de phase 4, où là, en fait, l'utilisation est beaucoup plus généralisée du médicament, puis ça permet d'aller chercher, en fait, de l'information au niveau de la pharmacovigilance, notamment, pour voir est-ce qu'il y a des effets néfastes ou qu'on n'aurait peut-être pas vu avant pour ce médicament-là. Alors, quand on parle d'essais cliniques, inévitablement, on parle de critères d'admissibilité.
Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, en fait, c'est que chaque essai clinique a des critères très stricts et propres à lui-même. Par exemple, il faut avoir effectivement un foie, un cœur, des reins qui fonctionnent bien, être assez en forme. Vous voyez les COG 0, 1, 2 maximum auxquels il faut répondre. Donc, le but vraiment, c'est d'évaluer en fait si le patient il est en mesure de bien supporter ses traitements. Et puis, un autre point important quand il s'agit de participer à un essai clinique, en fait, c'est tout le processus de sélection. Comment ça fonctionne, participer à un essai clinique? Alors, en fait, il y a vraiment des étapes. C'est pour ça que j'appelle ça, pour moi, un processus. Donc, le processus général, c'est souvent, en fait, qu'on va être approché, en fait, par un médecin qui fait lui-même l'essai. Il peut y avoir d'autres circonstances aussi. Des fois, c'est les patients qui contactent directement les équipes de recherche. Et puis, à ce moment-là, on se fait présenter la possibilité de participer à un essai clinique. Et là, en fait, si on est intéressé, il va y avoir un processus de consentement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'en fait, on va présenter le protocole dans tous ses détails. On va vous présenter quel est l'intérêt pour vous dans votre parcours de soins, où est-ce que vous êtes rendu actuellement, pourquoi ça peut être intéressant de participer à cet essai clinique-là. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, mais c'est aussi le moment de poser vraiment toutes vos questions. En fait, souvent, c'est une infirmière de recherche, mais ça peut être aussi le médecin investigateur. C'est le moment de poser les questions. Et vous avez le temps, en fait, de réflexion. Faut pas précipiter nos décisions. On peut en parler avec d'autres membres de notre personnel soignant. Ça peut être l'infirmière pivot. Moi, je suis en contact avec, évidemment, beaucoup de patients qui participent. Et puis, j'ai fait un sondage dernièrement, puis j'étais surprise, en fait, de voir le nombre de types de personnes différentes qu'ils ont consultées avant de prendre leur décision. Ça peut aller de la petite fille comme notre meilleure amie. En fait, c'est la personne qui, pour nous, elle peut-être nous donner en fait un peu des pistes de réflexion quand on est un peu perdu là dans nos décisions. Ensuite, en fait, si on est intéressé à participer, il va y avoir la période en fait de consentement en tant que tel. Donc, c'est toujours un document que vous allez signer et on va vous remettre une copie papier avec toutes les informations que vous aurez reçues. Ça, c'est la preuve que vous consentez puis que vous avez reçu toute l'information puis que vous l'avez comprise, cette information-là. Qu'est-ce que ça implique, ma participation? C'est extrêmement important. Je vais y revenir un petit peu plus tard là, en termes de protection des participants. Et puis, une fois que vous avez signé, vous pouvez débuter, en fait, les aspects de voir effectivement est-ce que vous respectez en fait les critères d'inclusion. Donc, on va vérifier que votre cœur, que votre foie, que vos reins fonctionnent bien. On va regarder le dossier médical. C'est possible effectivement que des fois, il y ait des tests supplémentaires qui soient menés de différentes natures. Et en fait, une fois que le médecin investigateur récolte toutes ces informations-là et que c'est positif, en fait, vous débutez vraiment la participation au protocole, puis vous allez être randomisé. On va vous attribuer, en fait, un groupe de participation s'il s'agit d'une phase 3. Si c'est une phase 1 ou 2, à ce moment-là, vous allez être toujours dans le groupe de traitement expérimental. Alors, il se pourrait aussi que, finalement, les analyses ne donnent pas les critères requis. Donc, à ce moment-là, en fait, vous quittez l'essai clinique. Et vous ne l'aurez pas vraiment débuté, mais vous aurez fait les tests en lien avec ça. Donc, ça arrive que des patients reviennent vers nous là, suite à des refus de participation du fait de leurs conditions médicales. Mais à ce moment-là, on va essayer de leur trouver un autre essai clinique. Alors, en fait, on sait qu'une grande interrogation par rapport à la participation à un essai clinique, c'est beaucoup les aspects de protection. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la protection des participants, c'est vraiment la grande priorité, en fait, de tout le personnel qui est impliqué, en fait, soit pour approuver les essais cliniques, soit pour les diriger.
Donc, vous voyez qu'il y a des autorités réglementaires comme Santé Canada qui doivent donner l'approbation pour chaque essai clinique qui se déroule dans un établissement de santé. En plus de ça, il va y avoir un comité d'éthique qui va analyser sous toutes les coutures, en fait, les risques et qui va dire, ben, nous, on pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui participent à cet essai clinique-là. Et puis, les autres points, ben, c'est tout ce qui concerne, en fait, la formation du personnel de recherche. C'est extrêmement exigeant de faire de la recherche clinique. Ça prend des compétences évidemment médicales, de soins infirmiers, mais ça prend également une connaissance très pointue au niveau de l'éthique, au niveau des lois, parce que c'est encadré en fait par des réglementations internationales, nationales et locales très complexes et qui demandent beaucoup de temps en fait aux équipes de recherche pour se former. Mais c'est ça qui protège les participants, donc c'est important. Alors, une fois qu'on a présenté tout ça et qu'on se dit, ben peut-être que moi, c'est quelque chose que je pourrais considérer, ben souvent, ce qu'on dit, c'est la première chose, c'est en fait de se renseigner en fait sur des sites de confiance. Donc, je vous invite en fait à aller consulter notre site web à qcro.ca. On a une section patients. En fait, c'est un contenu, en fait, nous, qu'on a fait valider par un comité éthique externe en termes de contenu. Et puis, c'est un site aussi qui a été validé et développé avec des patients partenaires. Donc, ils nous ont donné leur avis sur le vocabulaire, sur le contenu. Puis, on travaille avec beaucoup d'équipes de recherche aussi. Donc, ces gens-là révisent notre documentation régulièrement. Et puis, donc, ça vous assure d'un contenu qui est fiable et qui est complet. Et puis, sinon, ce qui est important, en fait, c'est le dialogue que vous pouvez enclencher aussi avec votre oncologue, votre médecin traitant, votre équipe soignante, parce qu'en fait, ces gens-là vous connaissent dans vos moindres détails. Ils ont votre historique médical. Où est-ce que vous en êtes rendu actuellement? Vos lignes de traitement, qu'est-ce que ça a donné? Donc, n'hésitez pas à en parler. Il y a différents outils, en fait, même sur notre site, qui sont des listes de questions. Si vous ne savez pas trop comment aborder, en fait, le personnel soignant par rapport à une éventuelle participation. Mais je pense que c'est un dialogue, en fait, même qui devrait se faire dès le diagnostic. Aujourd'hui aussi, mais je sais qu'on est un peu coincé dans le temps, donc je ne veux pas trop m'étendre, mais juste pour vous informer, en fait, qu'il y a un outil de recherche d'essais cliniques maintenant qui est disponible au Québec depuis quelques années, qui a été développé, en fait, par mon organisation qui s'appelle Onco-Québec. C'est un site web qui a été développé au départ pour les professionnels de la santé, pour nos médecins-chercheurs, parce qu'ils avaient besoin d'un outil qui répondait à leurs besoins. Juste pour vous dire, c'est un outil qui est utilisé sur certains comités d'évaluation des tumeurs dans des hôpitaux du Québec. Donc, c'est quand même un outil que je considère très fiable. On le veut simple aussi d'utilisation. On veut qu'il soit efficace. Donc, j'ai aussi travaillé avec beaucoup de patients pour développer ce site Internet. Et puis, je vais vous parler également d'un service d'accompagnement un petit peu plus tard. Donc, à l'écran, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez en fait qu'il y a un portail patient qui a été développé l'an dernier, qui permet d'aller cibler même directement avec le non-myélome. Sinon, après, vous avez toute une série de recherches, soit par mots-clés, soit par filtre. Donc, vous pouvez rentrer, par exemple, si vous recherchez un traitement dans certaines villes, pour certaines conditions, après telle ligne de traitement, j'ai un cancer réfractaire, je peux sélectionner à ce moment-là le statut de ma maladie, puis ça va vous donner, en fait, une liste de résultats potentiels pour des essais cliniques auxquels vous pourriez participer. Et puis, pour chaque essai clinique, vous avez une fiche détail qu'on a voulu la plus simple. Alors, on a rajouté des icônes, on a essayé que ce soit quand même facile d'utilisation. Néanmoins, on est très conscient que le contenu d'un essai clinique, en plus, ça devient de plus en plus complexe, que ce soit au niveau des noms comme en fait des intitulés, des descriptions. Donc, en fait, on a mis en place aussi l'an dernier, en collaboration avec la Fondation québécoise du cancer,
le service d'accompagnement OncoPlus. En fait, ça vous permet d'obtenir en fait un soutien si vous voulez faire la recherche d'essais cliniques pour votre condition médicale. Vous avez la possibilité de le faire soit via un formulaire en ligne, soit par téléphone. Toutes les informations se retrouvent sur la plateforme Onco-Québec. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus de 120 demandes qui ont été quand même traitées avec ce service-là. Donc, les gens sont extrêmement satisfaits et on a des personnes, en fait, qui nous ont consultés il y a quelque temps et puis ils n'étaient pas prêts à participer, ils ne considéraient pas forcément tout de suite de participer à un essai clinique. Puis là, en fait, leur condition médicale a évolué. Donc, on a plusieurs personnes qui commencent à nous recontacter parce qu'en fait, aussi, l'offre d'essais cliniques, elle évolue tout le temps au Québec. Puis je voulais mentionner, en fait, que c'est un service gratuit, confidentiel et personnalisé. Donc, il y a des nouvelles lois en lien avec les renseignements personnels et on est tout à fait aligné avec ces nouvelles exigences-là. C'est moi qui suis responsable de ce service et de sa gestion. Donc, si vous avez des questions, je vais être disponible à la fin de ma présentation. Un point qui revient souvent aussi de la part des patients, c'est mais quand est-ce que je dois m'informer pour participer à un essai clinique? Alors, ma réponse, c'est il n'est jamais trop tôt ni trop tard. C'est ça qui est fantastique parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir, par exemple, votre médecin qui décide de vous faire participer à une étude CAR T-cell. Je ne savais même pas que ça s'était rendu en myélome. J'ai fait une recherche hier pour me préparer et j'ai fait comme « wow, on est rendu là en myélome, c'est fantastique ». Donc, ça peut être dès le départ, puis ça peut être tout au long du parcours de soins parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de… C'est une maladie en plus qui peut être réfractaire. Donc, les essais cliniques apportent quand même des belles options pour ces situations-là. Et en fait aussi, ça peut être, on a vu jusqu'à 6 lignes de traitement, des personnes ont participé à des essais cliniques. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, avant les essais cliniques, c'était beaucoup au début des parcours de soins. Puis les gens progressaient, avaient des enjeux, puis se disaient, finalement, moi, je vais aider la recherche, je vais aider la science, je veux faire avancer les choses, je veux participer. Mais il était souvent trop tard parce qu'en fait, le fait d'avoir participé, d'avoir eu plein de lignes de traitement, en fait, ça nous empêchait de participer. Alors là, maintenant, ce qu'on voit, c'est l'inverse, c'est qu'il faut avoir reçu beaucoup de lignes de traitement pour pouvoir participer, mais je trouve que c'est quand même aussi des belles options tout en soutenant en fait la recherche parce que c'est ça. Participer à un essai clinique, c'est ramasser de l'information qui va permettre de déterminer en fait si un traitement mérite en fait d'être approuvé, puis d'améliorer les conditions médicales des patients. Donc c'est vraiment toujours ça qu'il faut avoir en tête quand on participe à un essai clinique. Et puis si on a effectivement des aspects positifs au niveau de notre condition médicale, c'est fantastique. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, on a des témoignages de patients, en fait, et de médecins qui, sur notre site Internet, qui parlent de leur participation de manière ouverte. Et moi, je trouve ça très inspirant. Puis, ça peut être une belle façon, en fait, de comprendre, en fait, comment les gens se sont sentis, comment ils ont été accompagnés. Et comment eux qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette participation-là? Donc, je trouve que je vous invite à aller les consulter. Et puis, finalement, je voulais très brièvement vous parler des essais cliniques au Québec, parce qu'évidemment, la mission de mon organisation, c'est d'améliorer le recrutement pour les essais, parce que honnêtement, les médecins-chercheurs, c'est vraiment une vocation qu'ils ont, donc il faut vraiment les soutenir. Ils veulent vraiment améliorer les conditions de vie de leurs patients, donc c'est pour ça qu'ils font de la recherche. Donc actuellement, en myélome, il y a à peu près 18 études totales et à peu près une quinzaine d'études seules. Quand je dis total, en fait, c'est parce qu'une étude peut se retrouver, on l'a vu, par exemple, au CHU de Québec, comme elle peut être menée aussi au CUSUM. Donc, en fait, le même essai clinique
Il est mené par 2 médecins investigateurs différents, mais c'est exactement le protocole. Donc, quelqu'un qui est plus dans l'est du Québec va aller, par exemple, au CHU de Québec ou c'est de la famille pour l'héberger. Et une autre option pourrait être participer dans le même essai clinique, mais à Montréal. Donc, les types d'essais cliniques, c'est l'immunothérapie, c'est la thérapie ciblée, c'est aussi de la chimiothérapie avec des combinaisons de plus en plus complexes, mais c'est ce qui est disponible actuellement au Québec. Puis juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait, globalement, dans notre réseau qui regroupe tous les hôpitaux du Québec, on a eu à peu près 2800 participants à des essais cliniques l'an dernier, donc c'est quand même non négligeable. C'est un chiffre qui est en hausse tout le temps. Donc, on espère toujours voir effectivement ce chiffre-là grandir à chaque année. Donc, ça, c'est les 3 villes, en fait, où on a la recherche clinique liée au myélome actuellement. Donc, en résumé, ce que je voulais que vous reteniez peut-être aujourd'hui, c'est que les essais cliniques, effectivement, ça permet de trouver des meilleurs traitements. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours au Québec. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter Onco-Québec, à en parler, puis à regarder tout ça tranquillement. Il faut se rappeler que les critères, effectivement, pour être admis, sont nombreux, puis c'est très spécifique à chaque essai. Donc, quand on évalue tout ça, en fait, les critères de l'un à l'autre, même si en apparence, le titre, la description semblent identiques entre 2 essais, leurs critères peuvent être quand même très différents. Et aussi, on peut participer, ni jamais trop tôt, ni jamais trop tard. Donc, voilà, on s'informe et puis on regarde ce que ça pourrait nous apporter. Et puis, toujours d'ouvrir la discussion, effectivement, avec son équipe soignante et se renseigner en ligne. Puis, j'ai vu sur la table là-bas aussi qu'il y a un petit dépliant, un petit livret qui présente les essais cliniques qui est fait par Myélome Canada. Vous avez des gens aussi qui sont formés chez Myélome Canada pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à consulter l'équipe de Myélome. Et puis, Myélome, c'est un partenaire de mon organisation. Alors, on est très content d'avoir cette expertise-là à nos côtés pour la promotion de notre mission. Donc, je vous remercie. Puis, je vais être disponible pour des questions, même après la période de questions. Donc, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Madame Vessier. Alors, je vais passer à la période de questions ici dans la salle pour commencer. Juste me signaler si vous avez une petite question. Entre-temps, j'ai vu des personnes qui prennent des photos et des notes. J'aimerais vous rappeler que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc si vous avez manqué des passages qui étaient extraordinaires dans la session d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'informations, on le sait, et donc vous pourrez la revoir sans problème. Et étant donné que les présentations sont longues aussi, je vous rappelle de ne pas vous gêner, de vous lever, de vous promener dans la salle ou à la maison pour ceux qui sont en ligne. Levez-vous, c'est important. C'est des longues sessions, c'est épuisant. Donc, gênez-vous pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Monsieur Dany. Ça ne sera pas une question, Mme Vessier. Ça serait plutôt pour vous dire merci d'abord pour la mission que vous êtes donnée, pour faire connaître les essais cliniques, entre autres, parce que moi, j'ai eu la chance de participer à un essai clinique et je rencontre beaucoup de gens qui ont des craintes, justement. Puis il faut travailler à démystifier c'est quoi les essais cliniques. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme étant des cobayes et c'est nullement le cas. Moi, je l'ai vu plutôt comme une façon de redonner au suivant. Si j'ai réussi à passer à travers, puis que ça continue de bien aller, c'est qu'il y en a d'autres avant qui ont contribué à faire comprendre ce que c'est le myélome, de faire les avancées, puis la recherche. Puis vous le disiez que les gens qui travaillent en clinique, autant les chercheurs que le personnel, c'est des gens extrêmement dévoués, attentionnés, qui s'y consacrent. C'est au-delà souvent de leurs 40 heures semaine, c'est toujours au-delà. Fait que c'est des êtres humains exceptionnels.
Et attendez pas à poser des questions justement à votre infirmière pivot, à votre médecin traitant. Est-ce que je peux participer à une essai clinique? Est-ce que je pourrais dans le futur? Est-ce que parce que je ne vais pas bien, est-ce que je dois participer? Est-ce que parce que je vais bien, est-ce que je peux participer? Tout est ouvert dans le temps et tout peut changer. Et je leur dis encore, c'est une mauvaise de belle façon de redonner au suivant et d'améliorer le futur de tous et chacun. On espère qu'il y ait un avant et un après myélome multiple. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Contribuer aux dons, participer à des défis cyclo, participer à des marches, c'est ce qui aide aussi le chercheur et à Myélome Canada de redonner à tous. Donc, voilà mon témoignage. Merci. Merci. Merci à vous, Mme Vessier. Merci beaucoup, Dany. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue patient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle avant que je passe en virtuel? D'accord, parfait. Donc, on avait une petite dernière question, Mme Vessier. Est-ce que les essais sont disponibles interprovinces? Exemple, mon garçon est à Halifax. Peut-il se rendre à Montréal? Oui. Alors, en fait, oui, excusez. On voit que je suis une scientifique et pas une fille de communication. Oui, en fait, il est toujours possible de participer dans d'autres provinces, voire dans d'autres pays. En fait, souvent, ce qu'il faut, c'est contacter l'équipe de recherche qui a toutes les informations par rapport aux frais de déplacement et les frais d'hébergement qui vont être pris en charge par le promoteur de l'étude. Donc, faut vraiment pas hésiter. Puis, moi, j'ai travaillé j'ai dirigé le comité d'éthique le bureau d'éthique, en fait, du CHU de Québec, et on avait des patients qui venaient beaucoup des Maritimes, par exemple. Parce que le CHU de Québec, on le sait, peut desservir effectivement les provinces atlantiques. Donc, en fait, des fois, c'est plus proche de se rendre, par exemple, au CHU de Québec pour des gens de l'Atlantique, même ailleurs. Donc, il faut pas hésiter. Puis, on a beaucoup de patients, en fait, qui nous contactent via le service OncoPlus, en fait, qui sont même disposés, par exemple, à se déplacer dans d'autres provinces du Canada. Donc, Onco-Québec vous donne les essais cliniques au Québec. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a le registre qui s'appelle Essais canadiens sur le cancer. Vous allez retrouver, en fait, tous les essais cliniques qui sont disponibles à l'échelle canadienne. Et puis après, vous avez aussi le site international qui s'appelle clinicaltrials.gov, qui est la Bible, en fait, de tous les essais cliniques qui se déroulent dans le monde entier. Donc, des fois, quand on recherche une participation de manière très active, voilà, on peut avoir des options à l'international. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les promoteurs d'études, on sait comment c'est compliqué de recruter des gens. Donc, normalement, ils sont censés faire tout ce qu'il faut au niveau des déplacements, puis faciliter la vie. Puis, vous avez aussi des organismes, des fois, qui peuvent vous soutenir si vous avez des déplacements au niveau de l'hébergement. Je pense à la Fondation québécoise qui a des hébergements un petit peu partout au Québec, puis sûrement d'autres organismes aussi. Donc, le soutien communautaire aussi, il faut pas hésiter à l'utiliser. Donc, j'invite vraiment les gens aussi à considérer ça dans leur démarche. Voilà.